971 d'urbanisme en 12 minutes. Joli défi. Alors effectivement, lorsqu'on lit les interactions entre urbanisme et couleur, on serait spontanément amené à penser à une Nathalie Ruffin, architecte, experte justement de l'évolution des palettes chromatiques de nos centres-bourgs. Ou alors, peut-être qu'on penserait à un certain Richard Victor Saint-Silly, qui a travaillé sur justement les interactions entre notre psyché et la couleur. Alors me direz-vous, que peut apporter Axel Grava sur ce thème des interactions entre couleur et urbanisme? La réponse, calouidoscopie. Calouidoscopie. De quoi s'agit-il? Je me suis tout simplement posé la question du comment rendre accessible l'urbanisme et singulièrement deux exercices que sont le diagnostic et les préconisations, le rendre accessible à tout un chacun, et y compris à ma famille. Pour ce faire, je me suis appuyé sur une palette de 7 couleurs qui permet effectivement de lire notre archipel et de proposer tant un diagnostic que des préconisations sur son devenir, un devenir plus durable. Pour ce faire, je me suis d'abord intéressé aux teintes de beige. Et quand je parle des beiges, je pense au blanc cassé, que vous pouvez voir lorsqu'on on pense au sable, c'est-à-dire le sable qui est le théâtre des premières interactions entre les habitants originels, les peuples premiers, et les premiers colons. Ces blancs cassés, on les retrouve également au niveau de certaines problématiques, et singulièrement modernes, celle du blanchiment des coraux. Toujours ces blancs cassés, c'est ce à quoi on peut penser lorsqu'on évoque le drame en ce moment qui peut intervenir au niveau des grands fonds dans l'exploitation du tuf. Chronique d'une catastrophe annoncée. Alors, pour y répondre, quelle teinte m'a interpellé? Eh bien, la teinte de l'ivoire. L'ivoire, non seulement par rapport à un clin d'œil à l'Afrique, mais aussi l'ivoire, symbole de force, de sérénité, et pourquoi pas d'érection de cette question, de cette catastrophe annoncée, en grande cause régionale. En poursuivant mes réflexions, la deuxième nuance qui m'a intéressé, c'est celle des bleus. Alors, improprement appelé îlot Belzo, effectivement, le bleu vient spontanément à l'esprit lorsqu'on pense à la Guadeloupe. Le bleu de nos eaux, qui ne sont pas forcément si belles et si saines que ça. Le bleu également de ces premières expérimentations colbertistes à travers l'exploitation de l'indigo. Eh bien, ces bleus, en réflexion, en questionnement, en interaction, l'idée, c'est de se poser la question, lorsqu'on pense aux charivari actuels outre-Atlantique, ou même à nos réflexions en matière d'évolution statutaire, se poser la question de peut-être mettre au banc ce bleu outre-mer pour passer à un bleu peut-être plus idoine, celui de la larimar. La larimar, pierre précieuse, éminemment caribéenne, qui pourrait mieux traduire dans l'aménagement le fait de mettre en place une approche mettant l'eau en facteur d'aménagement. L'eau tant que risque que ressource. Dans notre périple chromatique vient enfin, peut-être qu'on y repensait beaucoup plus spontanément et beaucoup plus rapidement, la teinte des rouges. Terre de sang. Depuis tantôt, la Guadeloupe a vu effectivement se mêler pas mal de luttes, pas mal de confrontations, de volts, de révoltes, marquées du sceau du rouge. On pense également, dans ces familles des rougets, au marron. Le marron du travail de la terre, le marron du marronnage intellectuel, physique, physiologique. Ce marron et ce rouge, se mêlant, font penser à la création souhaitable d'une autre couleur, d'une autre teinte de couleur. Et pour ce faire, se poser la question de l'intérêt d'intégrer, de mieux imprégner dans nos politiques, comme notre espace public, une teinte qui rend compte justement de cet entremêlement entre sueur et sang, entre labeur et lutte. Et pour ce faire, j'ai pensé à la création d'une couleur, le terracortène, contraction entre terracotta, les terrains de terracotta, et l'acier cortène,
particulièrement robuste et adapté, afin effectivement, entre résistance et résilience, ériger le grand mât de la potomitance. Poursuivons notre périple et intéressons-nous à une couleur, une nuance beaucoup plus intéressante pour certains et qui peut-être vous a incité à venir à vous intéresser à ce TEDx, c'est la fameuse famille des gris. Le gris est éminemment lié à l'histoire de la Guadeloupe, qu'il s'agisse effectivement de l'andésite. La Guadeloupe est éminemment volcanique, donc on pense beaucoup à l'andésite. On peut penser également au fameux béton intronisé par Aliture en 1928, et effectivement qui s'est généralisé au niveau des bâtiments publics et en dehors, dans leur périphérie immédiate. Plus que le béton, une conversion marquée et encore prégnante s'est faite. Il s'agit de la conversion des âmes au Saint-Macadam. Dans une société éminemment carbonée, le macadam s'est généralisé dans les cours d'école ainsi que dans nos routes nationales. D'ailleurs, j'en ai encore un souvenir visuel à travers les volutes hydrocarburées qui s'envolaient lorsque tapait le soleil de midi dans la cour d'Amédée-Fangarol où j'étais élève. Mon nez aussi s'en souvient puisqu'il y avait une odeur particulière d'hydrocarbures qui s'en dégageait, mais surtout mes genoux d'ex-futur Platini s'en souviennent, ainsi que mes coudes. Plutôt que ces gris traumatisants et écorchants, pourquoi ne pas tendre vers de leur grisaille à un grisant, le grisant de nos tempes grises, de notre matière grise. Comment? L'idée, ce serait d'associer et d'inviter la transmission au cœur du projet urbain, afin effectivement que jeunes comme aînés puissent travailler ensemble à la mise en place de projets à haute valeur ajoutée, avec la symbolique derrière du fameux nozzle polymétallique présent dans nos océans. Après les gris, après les autres palettes présentées, le vert vient spontanément à l'esprit lorsqu'on pense à la Guadeloupe. Le vert, parce qu'effectivement, on revient sur le Kalukaïra et l'impropre au départ, traduction comme île aux belles eaux. Au contraire, Kalukaïra désigne plutôt une île couverte de verdure. La verdure, vous la connaissez, pour ceux qui la découvrent en tout cas, la Guadeloupe l'a été longtemps, une terre couverte de verdure. Sauf que cette émeraude, ces teintes d'émeraude ont été progressivement remplacées à l'ère moderne par un autre vert beaucoup moins désirable. Un vert que vous connaissez, que vous sentez, que vous humez, le vert des mousses. Ces mousses qui correspondent à l'oubli, à la mise au banc de certaines pratiques architecturales qui valorisaient la ventilation et l'éclairage naturel au profit de nouveaux indicateurs de richesse. Le fameux éclairage immaîtrisé ou la climatisation. On est dans ce vert paumé, puisque derrière le bâti, cela incide sur la définition, la dimension, le volume de ce bâti, mais également celui des programmes afférents. Aussi, en ayant conscience de la biodiversité riche qui fait de nous un hotspot de biodiversité, on peut se poser la question de l'opportunité, là encore, de créer une couleur spécifique. Le vert naturel. Vert naturel comme contraction entre vert naturel et vernaculaire. Que de la verna émerge un vert beaucoup plus représentatif de notre réalité et que ce vert serve, dans les projets d'aménagement, à mettre en valeur la bioéconomie, à mettre en valeur les indices de développement humain pour que, pourquoi pas, à Jarry, on ait un modèle ferré d'expérimentation de projets urbains de la sorte. Poursuivons notre périple chromatique avec les teintes des violets. Alors le violet, en Guadeloupe comme ailleurs, le violet fait souvent penser à tout ce qui est deuil, à tout ce qui est sacré, et c'est effectivement le cas en Guadeloupe également. Le violet aussi est associé à l'esthétique et à la complexe beauté de nos orchidées locales. En urbanisme, le violet renvoie à tout ce qui est zone de risque, zone d'extraction minérale, zone de prescription. Pourquoi ne pas penser à un autre violet,
toujours plus durable et toujours plus adapté à nos projets urbains, qui serait le fuchsia de notre sonde. Et de ce fait, proposer un urbanisme thaumaturge qui renverserait le rapport causal habituel, classique, entre maladie et ville, pour qu'aujourd'hui ou demain, la ville devienne non plus vectrice de maladie, mais factrice de santé. Last but not least, la 7e nuance est celle du transparent. Le transparent qu'on peut associer, accoler au multicolore. Le multicolore existait et le transparent existait déjà depuis très tôt, lorsque les premiers explorateurs parlaient d'îles, certes couvertes de verdure, mais multicolores du fait des nombreux haras et perroquets qui y pullulaient. Du multicolore, on est passé à un versicolore, c'est-à-dire quelque chose de subi, où toutes les couleurs s'entrechoquent sans qu'il y ait forcément de maîtrise là-dedans. Après, le miroir, la symbolique du miroir et du prisme permet de se regarder en face de soi et de se poser la question de l'importance de ce transparent. Qu'est-ce que ce transparent? Ce transparent, il est là, en nous, autour de nous. C'est ce fameux X, ce facteur X qui nous distingue d'autres régions, d'autres peuples, d'autres cultures. Et ce X, ce transparent, est inaliénable à notre histoire. C'est lui qui fait la valeur, c'est lui qui fait la plus-value de notre territoire et de notre urbanisme. Un urbanisme souhaitable, demain, sera un urbanisme qui prend en compte justement ce transparent, retrouvable dans nos biguidis, retrouvable dans nos chips, retrouvable dans nos messes et l'habitude, et même dans nos cancans. Alors, en conclusion, ce qui serait souhaitable, ce serait aujourd'hui et demain de s'autoriser à revoir ces palettes déjà définies, déjà pensées ailleurs, pour que nous nous approprions la possibilité de définir notre propre palette. Je vous ai proposé cette palette. Aujourd'hui, à vous de calouidoscoper.